Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic. Alléluia, l'OGC Nice a gagné un match de Coupe d'Europe. Les mauvaises langues diront que cette rencontre comptait pour du beurre. Les plus optimistes y verront le signe d'un changement d'attitude d'une équipe qui comptait encore beaucoup de blessés hier soir. Pour commenter cela, à mes côtés cette semaine, William Imbercé. Salut William. Salut Mika, bonjour à tous. Antoine Delgoulet. Salut Antoine. Salut Mika, salut à tous. Et le chef Romain Laronge. Salut Romain, de retour. Salut Mika. Notre invité cette semaine est un ancien aiglon lancé dans le grand bain par Claude Puel lors de son premier passage. Nous avons le plaisir d'accueillir Jonathan Correa. Salut Jonathan. Et bonjour, salut à tous. Merci d'être avec nous sur le plateau de Gym Tonic. On va commenter avec toi évidemment cette actualité de l'OGC Nice que tu suis toujours bien évidemment. Et au sommaire de cette émission, nous reviendrons donc sur cette victoire 3-1 face aux Go Ahead Eagles avec en particulier un doublé de Thiago Gouveia. On lui consacrera notre focus. Nous évoquerons également le déplacement des Aiglons chez les Canaries dimanche après-midi avec cette question dans le pour-contre. Est-ce une première balle de match pour le maintien? Et puis, nous entendrons également Yehvan Diouf et Antoine Mendy, nos deux Sénégalais vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont de retour sur la Côte d'Azur et postuleront peut-être, on verra ça, dans la compo probable avec Will à une place de titulaire ou dans le groupe face à Nantes dimanche. Et puis, puisqu'on parle des Sénégalais, on jouera en fin d'émission avec Antoine, avec un petit jeu sur les anciens Lions de la Teranga ayant porté le maillot rouge et noir. Voilà pour le sommaire de cette émission. Mais pour démarrer, eh bien, on va revenir bien sûr sur ce succès. Premier succès de l'OGC Nice en Coupe d'Europe cette saison, et voire même de la saison, depuis la saison dernière également. Enfin, une victoire, William, dans cette compétition. Ça a été long. 18 matchs, c'était un calvaire. Donc la dernière fois, Nice avait battu Sheriff Tiraspol. Donc depuis, 18 matchs sans victoire. Et hier, franchement, c'était difficile de pronostiquer un succès vu le contexte, les forces en présence, l'adversaire qui avait vraiment un vrai enjeu dans cette rencontre. Et finalement, les choses ont plutôt bien tourné. Alors, Go Ahead a été... alors, j'entendais hier, ils étaient nuls. Non, pas du tout, ils n'étaient pas nuls. Ils étaient conciliants, par contre, parce qu'ils ont fait des cadeaux avec des mauvaises relances dans leur camp. Mais c'était une équipe qui jouait bien au ballon, qui s'est créé plusieurs occasions. Nice est d'ailleurs plutôt heureux à la mi-temps de ne pas avoir encaissé de but, vu les occasions sérieuses des Go Ahead Eagles. Appelle les Hollandais, ça sera plus simple. C'est pour un peu faire honneur à leur nom. On dirait un groupe de métal, non? Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est vrai. Et au final, en fait, en deuxième mi-temps, Shaw a confirmé qu'il était vraiment en jambes. Et sur ce troisième but, il dépose un vrai beau ballon sur la tête de Gouveia qui punit, et ça fait 3-0. Et là, à partir de là, le match était bien parti. Même si, à 3-1, on s'est dit, faut pas prendre le deuxième dans les 5 minutes qui arrivent, parce que là, tu vas recommencer à trembler. Donc finalement, ça s'est pas passé. Nice a gagné. Et franchement, c'est vrai que ce match, il servait à rien, mais c'est une victoire qui ne sert pas du tout à rien. Alors, on va regarder les stats de cette rencontre entre l'OGC Nice et les Go Ahead Eagles avec une domination, une possession en faveur des Hollandais, mais c'est normal, ils devaient revenir au score. Beaucoup de tirs quand même dans cette rencontre, et en particulier 6 tirs cadrés pour l'OGC Nice et 3 buts. Jonathan, tu as regardé cette rencontre. On disait, voilà, c'est un match qui servait à rien au classement, parce que l'OGC Nice est déjà éliminé de cette compétition, mais elle fait du bien au moral, cette victoire, elle était attendue. Ouais, c'est ça exactement. Ça sert à rien sur le plan sportif, mais je pense que dans les têtes, elle va faire du bien pour préparer ce match de Nantes qui va arriver et qui lui aura de l'importance pour lancer la course au maintien, je pense. Donc cette victoire, elle est de bon augure, je pense, pour la suite de la saison. Et va falloir confirmer du coup. Confirmé à Nantes, tout à l'heure on en parlera évidemment. Antoine, ça arrive après cette défaite face à Toulouse, 5-1, où le l'OGC Nice était un peu retombé dans ses travers, avec des difficultés à conclure ses actions et avec une défense aux abois. Là, malgré les absents hier, on a vu un petit peu que ça s'était un peu retourné, un peu plus de réalisme en tous les cas pour les Niçois. Oui, là c'est rassurant parce que même comme le disait coach Puel, à Toulouse, Nice avait eu plus d'expected goals que Toulouse, et sans concrétiser. Là, effectivement, on l'a vu au niveau des tirs, c'est à peu près équivalent. Nice a plus cadré. Nice a été efficace pour une fois.
Et puis on voit un Gouveia qui a souvent tenté sa chance sans jamais vraiment trop réussir, et qui là marque un super but, le deuxième, vraiment une patate superbe, voilà, comme on aimerait en voir plus souvent. Et oui, c'est vrai que ça fait plaisir. Puis Nice aurait effectivement, comme l'a dit William, aurait pu encaisser beaucoup plus de buts, a eu cette fois un peu de chance, et il faut le reconnaître, parce que le match aurait pu tourner de l'autre côté si jamais les Bataves avaient marqué les premiers. Mais bon, pour une fois, ça a tourné du bon côté, ça a fait plaisir. Certes, c'était une victoire qui ne compte pas, on va dire, au niveau sportif, mais par contre, c'est vrai qu'elle va faire beaucoup de bien aux têtes. Et puis, la bonne nouvelle aussi, Romain, c'est le retour de Dante, qui a joué quelques minutes dans cette rencontre, blessé depuis de longues semaines au genou. Il est rentré en défense centrale, bien évidemment. Voilà, il y a des petits signaux qui commencent à se dire que peut-être que la roue est en train de tourner. Pour Dante, si on fait un focus sur lui, c'est sûr que c'est une bonne chose. Ça faisait 2 mois qu'il n'avait pas joué. Après, hier, il n'a pas fait grand-chose. Faut voir s'il arrive à tenir physiquement. Bien sûr, s'il retrouve ses cannes, on connaît l'apport de Dante footballistiquement. Puis l'aura qu'il a sur le terrain, on le voit hier en fin de match. C'est le joueur qui a été interviewé sur le micro de Canal+. Tout de suite, il a calmé le jeu. Enfin, il parlait du jeune qui est rentré en fin de match et il l'a repris. Il a dit c'est bien, on menait 3. Le truc le plus important que je lui ai dit, c'est que on est 3 et avant d'attaquer, à ce moment-là, il faut savoir défendre. Il faut lui rappeler des fondamentaux. Et puis il avait un discours mobilisateur en disant que, ce que tout le monde a dit avant, hein, que ok, ça comptait pas, le gym est déjà éliminé, mais que cette victoire serait importante pour les têtes et pour la suite. Ouais, qu'en a pensé Claude Puel justement de cette rencontre? Écoutez la réaction du coach de l'OGC Nice devant la caméra de Philippe Bertini. Ben, je suis content pour les joueurs, je suis satisfait pour les joueurs. J'ai dit qu'ils méritaient à un moment donné d'être récompensés par rapport à leur investissement à l'entraînement, par rapport à la qualité qu'ils mettaient également. Donc il fallait retranscrire ça en match. Donc tout n'a pas été parfait. Bien sûr, on a concédé quelques situations à cette équipe, cette belle équipe qui joue bien au ballon. Mais on a fait un vrai match et quand on s'est lâché, quand on a enlevé un petit peu le frein à main, parce qu'il y a encore beaucoup de joueurs dès le début que je considère ils peuvent faire beaucoup mieux et se lâcher et entreprendre beaucoup plus. Mais on a montré de belles choses et de belles séquences. Donc je pense qu'ils ont touché du doigt vers quoi on veut tendre. Après, il y a toujours beaucoup de boulot, il y a toujours à être plus constant, plus régulier et maîtriser encore mieux certaines situations. Mais c'est bien déjà de gagner le match, de retranscrire un peu ce qu'on fait à l'entraînement. Mais après, il faut continuer, quoi. Voilà, c'est qu'une étape. Donc, on espère d'autres bonnes choses par la suite. Voilà une étape dans le redressement de cette équipe de l'OGC Nice. Titulaire hier soir, Kevin Carlos n'a pas marqué. Il a eu des occasions pour le coup. Une tête cadrée pour une fois. Un tir sur la barre transversale après un enchaînement. Il manque de réussite, mais il se bat. Il a le mérite de se battre au moins. Ouais. Oui, il n'a pas marqué de but et il n'a pas marqué les esprits non plus. Parce que sincèrement, oui, il se bat. Hein, c'est vrai, il faut lui reconnaître qu'il y a de l'investissement, il est valeureux, mais il y a trop de manque, vraiment beaucoup trop. Rien que de le voir courir, on voit que déjà il est lourd, qu'il n'arrive pas à faire des appels en profondeur, à ouvrir des espaces. Et quand il en a un de bon ballon en profondeur au bout de 5 minutes de jeu, il cadre complètement pas sa frappe, il a un geste vraiment désarticulé. Oui, il y a une bonne frappe sur la barre, il y a une tête, mais c'est beaucoup trop peu pour vraiment... Sincèrement, quand il rate cette occasion au bout de 5 minutes de jeu, je me dis il est en train de plomber le match déjà. Au bout de 5 minutes, parce que c'est une action qui peut te lancer dans la partie, et selon le scénario de la rencontre, celle-là tu peux la regretter très longtemps. Et à ce niveau-là, dans la période où où est l'OGC Nice, c'est trop, c'est un manque trop flagrant. Donc heureusement que Eli Wahier est arrivé. Ouais, il fait presque un peu de peine, Jonathan, Kevin Carlos, parce que c'est vrai qu'on attendait de lui pas mal de choses en début de saison, et puis là, voilà, ça ne vient pas, il se bat, mais ce qu'on attend d'un attaquant, comme l'a dit William, c'est qu'il marque des buts, quoi. C'est ça exactement, comme on disait, il se bat beaucoup sur chaque ballon, il est très combatif. Après, ouais, j'ai cette image aussi de la première occasion en début de match que... Bon, il a 10 mètres d'avance, quoi, quasiment. C'est ça, exactement, ouais. Je le trouve aussi un petit peu lourd.
Après, c'est connu, hein, le muscle est plus lourd que le gras, donc à lui de peut-être travailler sur ces petits points-là. Et en tout cas, je lui souhaite à lui, et surtout pour le club, que ça change, parce que, comme on le disait tout à l'heure, la course au maintien, c'est des petits détails qui vont être importants. Et il va falloir les régler. Et parmi les entrants, puisqu'on parlait des jeunes que Claude Puel lance, il y a eu le petit Khalil Boudache hier soir. Heureusement que le score était fait pour l'OGC Nice à ce moment-là, parce qu'il a montré des belles choses techniquement. Après, c'est encore un jeune joueur. Oui, il a fait de très belles choses. À un moment donné, il en a fait un petit peu trop. Je pense qu'il s'est enflammé. Et il avait une belle ouverture à faire ce côté gauche, et puis il a voulu faire encore un crochet extérieur, tout ça. Mais on a remarqué que c'était un petit joueur frisson quand même. Hein. Et dans ses prises de balles, dans l'investissement, à la fin de match, il a gagné des fautes assez haut qui ont permis au bloc de remonter et puis de souffler, alors que ça faisait du bien à ce moment-là, parce que on prenait un deuxième but, on allait passer des minutes difficiles en fin de match. Et voilà, non, mais ça prouve qu'il y a aussi du talent à l'OGC Nice, hein, comme on l'a vu avec Everton, comme on l'a vu avec Mutsunga aussi. Ça fait plaisir. Il y a mon fils qui a regardé le match hier, c'est sa nouvelle idole. Voilà, il a vu déjà dès les premières prises de balle, il m'a dit c'est mon idole. C'est le nouveau Marco Di Costanzo de notre époque. Peut-être. C'est possible. Marco, il est là. Mais bon, c'est un joueur frisson aussi, Marco. Non, mais ça fait Marco, il y a Athènes juste au-dessus, mais il y a Marco là-haut quand même. Ça fait plaisir de voir des nouveaux, et puis bon, après c'est qu'un quart d'heure de jeu, hein, mais bon. À revoir, évidemment. À revoir. Non, mais c'est vrai que par contre, souvent les jeunes, pour une première, ils sont un peu tétanisés, timorés. Alors lui, pas du tout. Alors ça, déjà, c'est une belle force, culotté, instinctif, c'est bien. Après, comme l'a rappelé Romain, quand Dante dit il faut défendre aussi, c'est une bonne piqûre de rappel pour le gamin, parce que c'est le professionnalisme là, hein, on n'est pas chez les jeunes, les efforts ils comptent d'autant plus. Donc c'est une bonne première pour lui, mais voilà, il y a encore du chemin pour lui. Le bémol de la soirée, peut-être, Romain, ce sont ces incidents en tribune et ces ultras niçois qui sont allés au contact des ultras des Go Ahead Eagles qui étaient très nombreux, hein, comme on va voir sur ces images, 1745 très exactement dans leur parcage. Bon, voilà, c'est un petit peu dommage de gâcher ces moments-là par l'envie d'aller en découdre, quoi. Surtout que c'était le retour des ultras de la populaire, donc il n'y a pas d'enjeu sportif. Les Néerlandais vont déposer une gerbe pour rendre hommage aux victimes du 14 juillet 2016. Il n'y a pas d'antagonisme à ma connaissance. Je comprends pas. Ouais, on n'a pas trop compris, William, hier soir, ce qui se passait, antagonisme, pas antagonisme. Il y a un sombre passif, je ne le connais pas. Et, il y a toujours une excuse, quoi. Ouais, et apparemment, c'était plus pas une volonté d'en découdre, mais une volonté de piquer une petite bâche. Ouais, je ne sais pas. Quel intérêt, quoi. J'en ai dans le stade. Je n'en sais rien. C'est le bémol, et c'est encore une fois l'image de l'OGC Nice qui en pâtit un peu aussi. Mais d'une saison, surtout de cette saison-là, il n'y a rien qui va. Quand tu gagnes un match, dans les tribunes, ça va pas. Quand dans les tribunes, ça va un peu mieux. Sur le terrain, c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui va dans ce club, dans cette saison-là. Bon voilà, c'était le bémol de cette soirée. Évidemment, on va regarder quand même pour l'anecdote le tableau du classement de cette Europa League avec l'OGC Nice qui n'est plus dernier, qui est 33e et qui finira peut-être au-dessus de la 35e place de l'année dernière. Non, mais franchement, ne pas finir dernier avec 0 points, c'est important. Vraiment. T'as sauvé l'indice UEFA du football français. Non, mais t'as sauvé ton image, t'as sauvé ton honneur. Je sais pas si t'as sauvé ton image. Mais un minimum, parce que qui va se rappeler dans 10 ans que l'OGC Nice a fini 33e. Par contre, tu finis 36e avec 0 points, dans 20 ans, tout le monde s'en rappelle encore. Et puis une défaite de plus, avec 9, t'étais le recordman de France. T'es ex aequo avec l'OM. Avec Marseille, voilà. Donc là, au moins, t'as pas cette infamie. On va passer au focus et parler de Thiago Gouveia. Il a ouvert son compteur but du côté de l'OGC Nice avec ses 2 beaux buts. Jonathan, c'est vrai que le premier, la frappe magnifique, le deuxième, la tête de... C'est le contraire d'ailleurs. Hein, non, c'est ça. Le premier, la frappe, et le deuxième, la tête sur le centre de Mohamed Ali Chaud. 2 très beaux buts. Ouais, c'est vrai, 2 très beaux buts. On avait l'habitude de le voir essayer beaucoup de choses et beaucoup provoquer et pas être en réussite. Hier soir, je pense que notamment sur le premier but, c'est beau ce qu'il fait
S'il peut le faire ce week-end, c'est parfait. Antoine, ce sont 2 buts qui peuvent lui donner confiance à Thiago Gouveia, parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, il n'avait pas montré grand-chose. Clairement, après, je dis pas c'est pareil, c'est comme Kevin Carlos, c'est un joueur qui se bat beaucoup. Voilà, on peut pas lui reprocher son investissement à ce garçon, mais aussi peut-être qu'il avait besoin de se lâcher encore plus et pour être en confiance. Et c'est vrai que ces derniers matchs, où aussi où il avait un peu plus sa chance aussi dans le 11 ou en rentrant à mi-temps, il a souvent essayé de frapper, il a souvent fait des belles frappes enroulées, etc., qui n'avaient pas fait mouche. Et là, il a été récompensé de tous ses efforts. Et puis, moi, j'ai regardé aussi sa production au niveau de ses stats. Il récupère quand même 9 ballons. On va aller voir ses stats, justement. Ouais, il récupère 9 ballons et c'est, je crois, le joueur qui en récupère le plus sur le terrain. Donc ça prouve son investissement. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même un joueur qui en veut et qui donne tout ce qu'il a. Alors peut-être qu'il a du mal des fois à s'intégrer dans le collectif, il joue peut-être pas à la place où il est le plus à l'aise, mais en tout cas hier soir il a fait une super partie, son meilleur match avec le gym. Ouais, avec 5 tirs cadrés, 5 tirs dont 3 cadrés et 2 buts. 9 récupérations. Voilà. Ouais, et en du milieu on se disait il est un peu en difficulté et puis en fait ces 2 buts sauvent tout quoi. Non mais 67% de passes réussies, c'est pas un super ratio. C'est pas assez. Et franchement, avant son premier but, il doit être au moins à 40%. Il fait une entame où il rate beaucoup de choses, et des choses même parfois simples. Il a un bon ballon à donner dans la profondeur à un moment donné, au bout de 15 minutes. Il le donne trop mou, en demi, comme si il jouait un peu en petit bras, à l'économie, et puis un peu timoré lui aussi. Donc, et puis par rapport aux frappes, c'est vrai qu'il tentait beaucoup, mais il faisait que des enroulés. Et des enroulés qui à chaque fois cadeau pour gardien. Et là, il en a mis une, coup de pied, bam, voilà, but. Peut-être que ça aussi, ça peut l'aider. Alors derrière, c'est vrai on a senti un petit regain de confiance, des interceptions, le geste juste sur sa tête piquée proche du but. Donc oui, c'est vraiment un match qui peut lui donner un nouvel élan. Et franchement, il en a besoin parce que de ce qu'il montrait jusqu'à présent, c'était beaucoup trop peu. Quand j'entends Florian Maurice qui disait « Ouais, super joueur qui peut jouer à droite, qui peut jouer à gauche, qui peut jouer ailier, qui peut jouer piston », j'avais pas vu ça, moi je savais plus trop où il pouvait jouer. Et là finalement, oui, il peut donner des solutions devant, plus haut. Il a été placé à son poste de prédilection, c'est-à-dire sur le côté gauche. D'ailleurs, les frappes là, tentées par Thiago Gouveia, on me touche dans l'oreillette, Philippe Bertini dit qu'il a assisté à l'entraînement. Ils ont tenté ça, déjà, l'entraînement, lors des derniers entraînements. Donc ça ne vient pas de nulle part non plus cette frappe. Heureusement qu'il frappe au but à l'entraînement. De Thiago Gouveia, effectivement. on va l'écouter d'ailleurs après la rencontre, satisfait évidemment de ces 2 buts parce que ça lui était jamais arrivé. Pour moi, individuellement, c'est très bon de marquer 2 buts. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un but. 2 buts, je pense que depuis professionnel, je n'ai jamais fait. Le dernier but que j'ai fait, c'était en août 2024, je pense. Donc bien sûr, je suis très content, mais le plus important, c'était la victoire. Bien sûr, et demain, je vais m'oublier de ça parce qu'on a un match dimanche. Et il ne faut pas concentrer sur l'individuel, il faut concentrer sur le collectif, récupérer bien pour être bien en match dimanche. Justement, ton positionnement, tu étais beaucoup plus haut aujourd'hui comparé à avant où tu étais plus utilisé comme un piston. Tu te sens mieux dans cette position ? Voilà, ça c'est ma position de base. Je suis ailier gauche, excentré gauche comme vous voulez appeler, je ne sais pas. C'est ça ma position depuis que je suis joueur. Ou à droite ou à gauche, donc bien sûr que je me sens bien un jeu comme ça parce que c'est ma position. Voilà, Thiago Gouveia qui réagit après son doublé hier soir. Il dit un truc important, Jonathan. Voilà, moi mon poste c'est jouer ailier gauche, ailier droit, mais dans tous les cas plus côté gauche. Hier, il a joué à son poste et il a été plutôt efficace. Ouais, c'est sûr que pour être performant, il vaut mieux jouer à son poste où on se sent le mieux. Après, moi, dans mon expérience à moi, j'ai été repositionné à un poste qui n'était pas le mien. Et le plus important, c'est l'équipe. Encore une fois, on disait tout à l'heure, c'est pas le match le plus important de la saison. Mais si jamais, dans la course au maintien, il doit être amené à jouer à un autre poste, faudra qu'il réponde présent pour l'équipe. Et il répond présent parce que aussi Claude Puel lui fait confiance, Romain. Ça fait quelques matchs qu'il enchaîne, Thiago Gouveia, où il n'a pas souvent été bon, mais encore une fois aligné. Alors, il y a les circonstances, les blessures, les machins. Mais là, il a enfin, on va dire, redonné la confiance que Claude Puel lui accordait. Je ne sais pas s'il lui fait confiance ou c'est parce qu'il n'a pas le choix. Mais effectivement, marquer 2 buts, le premier, c'est un exploit individuel et puis il fait tout. Il récupère, il se bat, il fait la frappe parfaite.
Donc il a des qualités techniques et de grinta. C'est un joueur, il lui manque la vitesse pour moi. Mais c'est un joueur qui peut plaire au public niçois. Après, il est jeune, il a peu joué finalement. Benfica il jouait peu. L'an dernier il était blessé au genou, donc il n'a pas une grande expérience. Qui rappelle, hein, ça fait très longtemps qu'il n'avait pas marqué un but. Donc il découvre en fait cet univers-là. Donc faut espérer que ça puisse se libérer. Mais sur le mercato d'été, on l'a beaucoup critiqué. Il y a 2 joueurs, je me dis, il faut leur laisser un temps d'adaptation, c'est Jansson et lui. Je pense qu'ils ont quelque chose, sauf qu'ils arrivent, c'est un contexte difficile. Qui aurait envie de vivre ça comme première saison? Ils connaissent pas ni le pays, ni les joueurs. Et malgré tout, il y a sur certaines actions, sur certains bouts de match, ils ont montré des choses, donc j'ai envie d'y croire. Je suis d'accord, mais Gouveia, c'est un prêt sur 1 an. T'as pas le temps d'attendre, en fait. Et c'est surtout qu'il arrive de Benfica. Non. Surtout qu'il arrive de Benfica, donc qui est un grand club, contrairement à Isaac Johnson qui arrivait du Rapide de Vienne, qui est suédois, qui lui vraiment connaissait pas du tout la France. En revanche, ça fait partie des choses qui ont très bien tourné hier. À la base, c'est Isaac Johnson qui doit démarrer, parce que Gouveia était malade cette semaine, et finalement Johnson est malade, et c'est Gouveia qui était malade, qui est titularisé et qui marque 2 buts. Ouais, comme quoi le football, ça tient pas à grand-chose. Parfois, écoutez la réaction de Claude Puel sur le match de Thiago Gouveia et les petites difficultés aussi qu'il peut avoir dans le jeu. Il fait partie de ce que j'ai poussé, j'ai presque pu le voir là, d'être toujours sur le reculoir au lieu de prendre les espaces, de tenter, d'aller en contre, d'y aller, de prendre des initiatives. Voilà, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'il peut faire. Il a démontré, mais il y en a d'autres aussi. Il y a beaucoup de joueurs qui sont capables, qui ont une gestuelle de faire des choses et qui osent pas encore. Voilà, c'est vraiment un signe de se lâcher, de se faire plaisir, d'aller vers l'avant, de tous participer sur un aspect défensif, mais quand on a des possibilités d'aller au bout, tout simplement. À Toulouse, on finit avec un expected goals supérieur à Toulouse et on en prend 5. Non, c'est pas sérieux. Donc à un moment donné, il faut y aller, il faut se lâcher et entreprendre. Voilà, se lâcher et entreprendre, ça vaut pour Thiago Gouveia, mais aussi pour d'autres joueurs de l'OGC Nice. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette rencontre entre Nice et Go Ahead Eagles. Il y aura un dernier match à jouer jeudi prochain du côté de Ludogorets. Celui-là aussi comptera pour du beurre avec un déplacement un peu lointain avant le derby face à l'AS Monaco, évidemment. Non, avant le match contre Rennes, ce sera plutôt... Non, il y a Brest. Brest, c'est ça. Montpellier. Je me mélange les pinceaux un petit peu. Brest, Montpellier et effectivement l'AS Monaco. On passe à l'indiscret. Un indiscret qui est consacré donc cette semaine au mercato de l'OGC Nice et particulièrement à un joueur qui a des envies de départ, encore j'ai envie de dire, du côté de l'OGC Nice, c'est Hicham Boudaoui, William. Ouais, ça fait déjà l'été dernier. Si belle proposition était arrivée, Hicham Boudaoui avait envie d'explorer une nouvelle aventure. Ça fait quand même un petit moment maintenant qu'il est à l'OGC Nice. Et franchement, c'est un joueur qui est sous-coté. Je pense que vraiment, je comprends pas qu'il n'y ait pas déjà de grands clubs qui soient venus plus tôt sur lui. Et là, il sort d'une très bonne CAN, d'une bonne première partie de saison aussi dans le marasme niçois. C'est pas passé inaperçu. Et là, sa CAN renforce encore la conviction de ce joueur qui est capable d'être box-to-box, mais surtout très bon récupérateur, beaucoup de volume de course, bon techniquement. Donc dans un beau collectif, ça peut être vraiment un gros atout à la récupération à la première relance. Donc aujourd'hui, ce qu'il manque concrètement à moins de 10 jours de la fin du mercato, c'est l'offre. Il y a des clubs qui se renseignent, surtout en Angleterre, mais l'offre et le vrai contact établi avec l'OGC Nice n'est pas encore là. Mais il peut arriver d'ici la fin du mercato. Et la porte est ouverte ? La porte est plutôt ouverte, mais pas à n'importe quel prix. Je pense que pour un Hicham Boudaoui, le gym peut légitimement... Beaucoup milieu de terrain aujourd'hui à Nice. Hein, ouais, mais là, tu vas vendre ton meilleur joueur. Faut en avoir conscience, et l'OGC Nice en a conscience. Mais donc, c'est 20 millions d'euros minimum.
Il y a le marché aussi. Hein. Quand un joueur est sur le marché et qu'il a une cote, il faut savoir aussi le vendre à un moment donné. Voilà, donc l'OGC Nice n'est pas forcément pressé de le vendre, mais il est à l'écoute de la volonté du joueur et du marché. Et si une opportunité vraiment se crée dans les 10 prochains jours, Hicham Boudaoui pourrait quitter le club et pourrait être remplacé. Surtout que c'est l'un des plus anciens de l'effectif, hein, donc à un moment donné il peut avoir aussi une porte de sortie pour ça. Il est là depuis 2019. Donc c'est c'est le plus ancien après Dante. Ouais, après Dante évidemment, Ouais. qui est arrivé en 2016. Parce qu'il a connu que Nice, il est arrivé à Oui, Nice, il avait 19 ans. 2016 avec Favre. 2016, hein. Ouais, 2016 avec Favre. Il avait quoi, 19 ans, 20 ans quand il est arrivé à Boudaoui, c'était son Oui, premier club ouais, professionnel. ouais, ouais, il est arrivé directement du Paradou. Voilà. Formation d'Algérie et donc franchement il a suivi une très belle courbe de progression et il est sous-coté sur le marché des transferts, il est sous-coté dans les yeux des supporters aussi. C'est une folie. Je pense que vraiment les supporters parfois ne se rendent pas compte du joueur qu'on a à l'OGC Nice. Romain. C'est une folie dans la course au maintien de vendre Boudaoui. Mais 20 millions d'euros, je la refuse l'offre. C'est le joueur le plus important, le plus efficace À au combien milieu. tu vends toi? Mais je le vends pas. À la saison, je le vends pas. Il y a- À la fin de saison, peut-être si t'es sauvé, mais surtout Romain, pas. il y a une réalité, d'abord volonté du joueur et deuxième économique. Le GC Nice aujourd'hui n'est pas en position de pouvoir cracher sur 20 millions d'euros. D'accord, mais tu as déjà C'est ça, super bien vendu l'été dernier. Guessant, Buonani, enfin, Ouais, mais t'as toujours besoin. T'as toujours besoin, mais s'il y a un joueur à pas vendre, pour moi, c'est Boudaoui. Ça serait une grosse perte, Jonathan, de perdre Hicham Boudaoui? Ah ouais, clairement, ce serait une grosse perte. Après, je rejoins Will aussi sur... il faut respecter l'homme aussi et ce qu'il a donné au club. Et il faut respecter aussi ce qui peut se passer dans sa carrière. Et après, s'il a envie de partir, on risque de se retrouver un peu dans le cas de Klose, de se retrouver avec un joueur qui va perdre sur le marché au niveau de sa cote. Et je pense qu'il doit être pas loin des plus gros salaires du club. Et ça rimerait à rien de garder un joueur qui voudra pas jouer pour le club dans cette situation-là. Donc, Avec des envies de départ, effectivement. Nice est plutôt heureux même avec le salaire d'Hicham Boudaoui. Il fait pas partie des plus hauts. Ouais, il est plus hauts. sous-côté même là-dessus là aussi. aussi, sous-côté Ok, là-dessus sous-côté. aussi. Moi, Non mais je te sérieusement. je te rejoins complètement sur ça parce que un peu de toute façon c'est le poste qui veut ça, un peu à l'image de Papi Mendy à mon époque où c'est des joueurs de l'ombre, mais si tu l'enlèves, l'équipe c'est plus la même. Et souvent les supporters reprochent à Boudaoui ses ratés devant le but, son manque de frappe et tout, mais c'est pas ça, c'est plus grosse qualité. vois, Mais le problème avec Boudaoui, c'est qu'on n'a jamais su finalement quel était son meilleur poste au Mais milieu de si, terrain. c'est un relayeur. relayeur, En sentinelle, il est capable, il est très fort aussi. Mais sous Didier Digard, en sentinelle, il était très bon par Il exemple. est très fort en sentinelle, mais moi je pense qu'en relayeur il est encore plus fort parce qu'il est capable encore plus de couvrir tout le terrain, C'est ça, d'apporter c'est un joueur box-to-box, offensivement. ouais, ce que tu disais. Et si les supporters critiquent beaucoup sa frappe et tout, c'est vrai, là, il a une Il grosse marque pas assez de lacune. buts, ça, c'est Oui, mais sûr. c'est pas son jeu. Et s'il avait des vrais bons joueurs autour de lui à qui il suffisait de donner le ballon et de les faire marquer, s'il y avait Boudaoui avec un Hatem Ben Arfa, mais Ça aurait tout changé. Non, mais Voilà. il y a une équipe avec ou sans lui, hein, pour moi. Dans oui, le non, mais niveau de clairement. jeu. Et dernier paramètre, Hicham Boudaoui, fin de contrat 2027. Donc c'est où tu Donc, le il y a vends le là, marché, là. ou tu Ouais. le vends cet été. Ça sera difficile de le mais prolonger. le marché est maintenant. Ouais. Et tu le prolongeras plus, Ouais. il re-signera plus. Ouais. Bon, il y a une semaine encore de mercato, on suivra ça évidemment très attentivement. On passe au tac au tac. Quelques mots avec toi, Jonathan, pour revenir un petit peu sur ta carrière ici à l'OGC Nice, lancée donc par Claude Puel le 15 août 2015 contre Troyes. Tu étais auparavant en post-formation à l'OGC Nice. Raconte-nous un petit peu comment Claude Puel te lance dans le grand bain. Bon, c'est un peu particulier, hein, je sors un peu de nulle part. Parce que ma première année à Nice, les 6 premiers mois sont catastrophiques sur le mon temps de jeu, où je joue même pas en CFA. Et puis, je suis sorti du chapeau parce que le coach Pires, à l'époque, directeur du centre, me repositionne à un poste de latéral gauche. Fatalité, manquait du monde en équipe première. Et je me suis retrouvé à pallier des suspensions, des blessures, où il y en avait énormément à cette époque-là. Et du coup, j'ai saisi ma chance et voilà, j'ai fait mes quelques matchs. Ouais, et là, on voit ton premier match. Donc, on a vu la photo. Ton premier match, c'était contre 3. C'était à 3. C'est ça, Un au match stade de l'Aube. qui a fini 3-3, je crois. C'est ça, exactement, ouais. C'était le chiffre. Nice 3. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. J'en garde un bon souvenir parce que c'est ma première. Après, j'en garde pas un bon souvenir parce qu'on gagnait 3-1. Si je me Ouais, rappelle bien, oui, ils étaient à exactement. 10.
Donc c'est inadmissible. À 10 depuis la 20e, je crois, 25e, je crois que Ben Arfa avait déjà marqué son premier but, là, c'est là, je crois qu'il marque déjà. Je crois qu'Atem avait marqué sur penalty, non ? Ouais, je crois que c'est ça. Et puis, donc c'était pas le meilleur souvenir sportif. Mais après, t'enchaînes en fait après tu fais un match contre Caen. On va voir, on a des photos aussi du match contre Caen où je crois que Ben Arfa marque non, c'était le premier exploit qu'il fait de la saison. Voilà, le super but marqué par Ben Arfa. Donc là, je crois que c'est match contre Caen. Et après, on verra une deuxième image où je crois que tu félicites Atem. Voilà. Non, je l'ai pas, celle-là, vous me l'enverrez. On a des pépites. C'est sa première percée de la saison, je crois. Et j'essaye de le dédoubler, mais j'arrive pas à le rattraper. Non, vraiment. Et si vous avez des images, on voit que j'essaye, mais il va trop vite. Et c'est des bons souvenirs. Et là, je crois que Nice avait fait combien, un partout dans ce match-là? Non, je crois qu'on a gagné. Tu gagnes sur ce but-là, si je me trompe pas. C'est ça. Et après, tu fais dans la foulée, tu fais un troisième match à Angers. Exactement. Avec où vous jouiez en bleu et on va te voir avec tu félicites Valère Germain. C'est ça, on avait joué en bleu parce que on pouvait ni jouer en noir ni en blanc. Du coup, ils avaient ressorti les vieux maillots et avec les nouveaux flocages et là-bas vous faites un partout et c'est là quand Valère il marque. Hein. C'est ça, c'est le but de Valère de la tête, il égalise si je me trompe pas et un match assez compliqué. Angers, c'était très compliqué d'aller jouer là-bas. On prend un but sur coup franc, je crois, de Mangani. Et c'était un match assez compliqué. Je m'en rappelle encore parce que sur les efforts, c'était très intense. Donc Et après, tu feras un peu plus tard, tu feras un autre match. Tu rentreras en fin de match donc contre Lyon à domicile et où tu rentres un quart d'heure à un quart d'heure de la fin et où tu as failli marquer un but. C'est ça. Je rentre le dernier quart d'heure. Il y avait déjà 3-0. Et je crois que c'est Atem qui me décale sur le côté. Et je me retrouve un peu excentré face à Anthony Lopez, je crois. Et là, le petit jeune, comme on disait tout à l'heure, avec le petit qui rentre, si j'avais eu sa fougue, je pense qu'il aurait tiré, lui. Et je pense que je dois tirer, mais la meilleure solution, je pense, c'est remettre Atem en retrait. Et après, je crois qu'il y a un retour de Maxwell Cornet, je crois qu'il met un corner. Et voilà, c'est des bons souvenirs, un peu de regrets. C'est sûr que ça fait toujours plaisir de marquer, surtout à l'Alliance. Dans un match comme ça où la fête, elle était incroyable. Cette saison-là, en plus. Donc, Et là, c'était ton. Après, t'as fait des bancs, mais t'es plus jamais rentré après. C'est ça. Après, je fais pratiquement que des bancs. Je redescends en CFA les lendemains de match Ligue 1. Et je fais que des bancs de toutes les apparitions sur les feuilles de match. C'est ça. Exactement. Voilà, parce que ta carrière, en fait, excuse-moi, t'as fait donc ta saison, t'as signé pro donc cette saison-là à l'OGC Nice. Et après, tu partiras à Guingamp la saison d'après où tu étais pro, mais où tu n'as pas joué. C'est ça, exactement. J'arrive dans un contexte à Guingamp où c'est le coach Gourvenec qui est en place. Et puis, au bout d'une semaine et demie, max 2, le coach il part à Bordeaux, il est transféré à Bordeaux. Du coup, nouveau coach, donc nouvelle philosophie, donc coach Camboiré, où je ne suis pas du tout dans le profil qu'il recherche, où il cherche beaucoup de joueurs athlétiques, rapides. Des joueurs de duel pour jouer un maintien, même si cette année-là on fait une bonne saison, on finit 9e ou 10e je crois. Et donc voilà, après c'est une expérience aussi qui est enrichissante, mais c'est vrai, frustration de ne pas pouvoir participer à des matchs pro quoi. Un peu de regret sur le choix de carrière, comme je l'avais déjà dit, peut-être signer à Guingamp mais se faire prêter sur du Ligue 2 voire national pour engranger un peu d'expérience. Puis voilà, les regrets aussi, ça apprend, ça fait partie de l'apprentissage. Donc je vais dire que j'ai des regrets, oui et non, mais c'est comme ça. Moi j'ai envie de te poser une question, c'est par rapport à Claude Puel. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit quand il veut lancer un jeune qui n'a jamais joué chez les pros et qui doit être quand même assez inhibé, comment il se comporte Puel ? Après, il est très... il est très exigeant, mais il est très protecteur aussi de ses joueurs, pas forcément que des jeunes. C'est quelqu'un de très humain. Et après, avec nous, les jeunes, il avait, comme je disais, il a une relation particulière et un suivi, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'image de joueurs qui arrivent dans des centres de formation qui sont déjà pros alors qu'ils n'ont pas mis un pied dans leur centre de formation parce qu'ils ont des sollicitations. Et ces joueurs-là, on les retrouve plus après. Alors que nous, on jouait en pro et on pouvait passer une année entière à jouer en pro, dans le groupe pro. Et on signait qu'à la fin de la saison si on méritait en fait, si on avait été régulier, si on travaillait toujours, si on n'avait pas pris la grosse tête, si on était assidu. Et en fait, c'est là où il était fort le coach. C'est là où il est fort le coach Puel. C'est sur ce suivi-là et il a un regard particulier par rapport à ça et sur le professionnalisme en fait, parce que ça demande beaucoup de professionnalisme. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a autour du footballeur, c'est compliqué de garder les pieds sur terre.
Et lui, je pense que ça, il va leur faire énormément de bien parce que j'avais pas le souvenir de revoir un jeune lancé en pro à l'OGC Nice. Et là, il arrive et il a pas peur en fait. Et il met en confiance. Voilà, moi, j'avais pas été stressé. Je me rappelle beaucoup de collègues à moi m'appelaient alors, t'es stressé? Non, non, je suis pas stressé. J'ai fait ce qu'il fallait, je pense. Si ça se passe bien, j'ai fait ce qu'il fallait. Si ça se passe mal, c'est que ça devait se passer mal en fait. Et il contribue beaucoup à ça, hein, le coach. Ouais, Claude Puel qui est indulgent avec les jeunes joueurs, mais très exigeant aussi avec eux au moment de donne ta chance. De les lancer. Très exigeant envers lui-même aussi. Hein. Ouais. Envers lui-même, hein, c'est quelqu'un de... c'est un compétiteur. Ouais, vraiment, c'est ça. Juste pour finir avec Jonathan, parce que Jonathan du coup après est revenu sur la côte, parce qu'il s'est fait 3 fois les croisés quand même. C'est ça. Ouais. Il n'a pas eu de chance pour continuer sa carrière pro. Du coup il a préféré revenir à 26 ans à peu près. T'es venu... je crois que c'est ça, entre 24 et 26, je me rappelle plus trop. T'es revenu jouer chez toi à Beau-Soleil, hein, puisque t'es de Beau-Soleil. C'est ça. T'as joué d'abord à Monaco 3, l'équipe 3 de Monaco, à Cap d'Aille en PHA ou DHR. Et puis après, tu as rejoint ton club de cœur, on va dire, de ta ville, Beau-Soleil, où tu es monté de départemental 2 jusqu'en régional 1, et où tu es toujours le capitaine de l'équipe là. C'est ça, exactement. J'arrive au club, on est en PHB à l'époque, ça s'appelle encore PHB, je crois. Et l'année Covid, on arrive à accéder au niveau départemental 1, et puis après, on a enchaîné les montées jusqu'à la régionale aujourd'hui, où on fait notre 2e saison. Donc, j'avais jamais joué dans mon club de cœur, dans ma ville. Ouais. Parce que j'avais eu la chance d'avoir d'autres qualités, donc d'intégrer des clubs de centre de formation ou de niveau national. Et je venais souvent voir mes collègues jouer, même encore en tant que joueur, hein, je venais les voir jouer en senior. Et là, jouer, c'est une fierté à mon niveau. Et l'amener où elle en est aujourd'hui, ça l'est encore plus. Et j'espère arrêter en la laissant à ce niveau-là au moins. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure d'exigences de Puel, mais toi justement quand tu arrives comme ça en tant que tu étais professionnel, parce que tu as côtoyé quand même le niveau professionnel, enfin je veux dire comme le très haut niveau, quand tu arrives dans un club comme ça amateur, toi qui y avait j'imagine beaucoup d'exigences, comment on fait pour s'adapter? Est-ce que c'est frustrant au départ? Comment ça se passe avec tes coéquipiers? Tu l'as dit, c'est très frustrant parce que on voit des choses que les autres ne voient pas, on sent des choses que les autres ne voient pas. Donc au début c'est très énervant et cette chose on la transmet involontairement aux autres et c'est pas bon, c'est du négatif. Donc j'ai dû me remettre en question et revoir mes exigences à la baisse et comprendre que ce que j'avais connu moi, je pouvais pas l'imposer aux autres en fait. Certains ont les qualités pour, mais c'est mental en fait, il faut être conditionné à ça, d'où le processus des jeunes, parce que quand on arrive chez les pros, on a suivi quand même une formation aussi mentale avec des préparateurs, aujourd'hui il y a plein de choses autour de ça. Donc on arrive à gérer beaucoup plus le contexte. Et du coup, j'ai dû revoir mes exigences à la baisse, mais aussi en tant qu'entraîneur, parce que je suis entraîneur aussi aujourd'hui, je passe mes diplômes. Et j'ai dû faire la même chose avec mes joueurs, où pour moi, quelque chose de très banal, un joueur qui le rate, ça me frustrait énormément et je le faisais ressentir à mon joueur. Et ça fonctionnait pas, du coup, dans sa progression, il était pas épanoui déjà et ça freinait sa progression. Donc j'ai dû aussi revoir mes exigences à la baisse. Un petit peu, hein, parce qu'il faut quand même un peu d'exigence. Il faut garder l'exigence, bien sûr. Mais il faut savoir la calculer, la mesurer par rapport à la qualité et par rapport du partenaire en tant que joueur et du joueur quand je suis en tant qu'entraîneur. Bon, voilà, en tous les cas, on te souhaite beaucoup de chance dans ta future carrière d'entraîneur, hein, puisque c'est gentil, si on a compris, c'est vers cela que tu veux tendre. C'est ça, exactement. Je bosse dur pour passer mon premier diplôme et on verra par la suite. Voilà. J'ai des ambitions, mais il y a des étapes et on va les suivre et ça sera très bien comme ça. Très bien, respecter les étapes en ayant des ambitions. C'est un beau projet de vie en tous les cas pour toi, Jonathan. On passe à Nantes-Nice à présent. Donc, oubliez cette rechute à Toulouse, ce match 5-1 perdu par Nice la semaine dernière. C'est une sorte de revanche, Will, puisque Nice s'est qualifié à Nantes en début d'année en Coupe de France. Il y avait eu un match nul, un but partout et Nice était imposé au tir au but là-bas. Donc voilà, les deux équipes se connaissent plutôt bien, même s'il y aura évidemment des changements de part et d'autre. Ouais, pour moi c'est un tout autre match, tout autre effectif de part et d'autre, tout autre 11 de part et d'autre et tout autre enjeu. La Coupe de France, Nantes comme Nice l'a prise comme un bonus dans cette saison où la priorité est le maintien. Bon, celui qui passait s'offrait un petit tour supplémentaire, mais c'était pas le gros enjeu qu'il y aura dimanche. Dimanche, Nantes a perdu contre le Paris FC, un concurrent direct aussi pour le maintien la semaine passée. Ils n'ont pas le choix.
contre Nice, ils doivent avoir un résultat positif. Et à l'inverse, Nice peut tout finir dès dimanche. Ouais, on va regarder le classement de cette Ligue 1. L'OGC Nice qui a encore donc perdu une place après cette défaite face à Toulouse. L'OGC Nice qui se retrouve donc à la 15e place avec 18 points, 4 points d'avance donc sur le barragiste Nantes. Du coup, c'est vrai que il y a une belle opération à faire dans cette rencontre entre Nantes et Nice, et ce qui nous permet de passer directement au pour-contre pour présenter cette rencontre. Le pour-contre entre le GC Nice et Nantes. Vous allez voir la question tout de suite. Et voilà, est-ce que c'est une première balle de match avec ces 4 points d'avance pour l'OGC Nice en vue du maintien? Une victoire à Nantes, est-ce que ce serait une première balle de match? La réponse contre de Romain. Moi, je dis non, c'est un match important, c'est sûr, le classement le montre, mais on n'est qu'à la 19e journée. Si on parle de balle de match à la 19e journée, c'est quoi derrière? J'ai quelques petits exemples pour étayer mon propos. L'an dernier, le Havre s'est sauvé, donc première équipe non relégable, avec la moyenne d'1 point par match, 34 points en 34 journées. Donc là, le gym a 18 points. Donc même si tu gagnes 21, tu as encore 13 points à aller chercher sur toute la phase retour. Et là, même si tu as gagné, oui, c'est pas beaucoup, mais tu es sur 1 point en 8 matchs en championnat. Donc si tu suis la même série, là, notre vision, elle a un peu changé parce qu'il y a les 2 qualifs en Coupe de France contre Saint-Etienne et Nantes, il y a la victoire en Coupe d'Europe. Mais l'essentiel de la saison, c'est la Ligue 1, 1 point en 8 matchs. Donc c'est pas une balle de match, mais c'est un match très important. Ensuite, c'est une saison très atypique. Nice a battu Lyon, a battu Lille, a battu Rennes. Tu as pris des points contre des équipes sur lesquelles tu misais pas grand-chose. Tu as failli prendre un point au parc, tu prends un but à la dernière seconde et tu perds contre les plus mauvais, le Havre, Metz. Non, c'est un championnat très atypique. C'est pas une balle de match pour cette raison-là. C'est que les points, tu peux les prendre ailleurs. Finalement, en dehors du PSG, c'est un championnat qui est assez homogène. Mais malgré tout, c'est un match qu'il vaut mieux pas perdre, quoi. William, balle de match ou pas? Complètement. Parce que d'abord, premier argument, tout ce qui est première partie de saison aujourd'hui n'est plus comparable à cette équipe-là. Ce n'est plus du tout la même. Ce n'est plus du tout la même dynamique. Quand je vois même à Toulouse la défaite 5-1, elle ne reflète pas du tout la physionomie du match. Elle ne reflète pas du tout les progrès collectifs qu'on a entrevus déjà. La note d'expected goals qu'a rappelé Claude Puel, c'est un détail. C'est dans le jeu, dans les combinaisons. Il y avait tout ce qu'on n'avait plus vu depuis un très long moment à l'OGC Nice. Et le deuxième argument, il est net, il est arithmétique. Avec 7 points d'avance sur le premier relégable. Sur le barragiste. Sur le premier relégable quand même. Barragiste, c'est premier relégable. 7 points d'avance à 15 journées de la fin. Jamais dans l'histoire du championnat de France, une équipe n'est descendue. Il y avait 3 équipes qui en avaient 6. Il y a Caen en 2012, Guingamp en 98 et Strasbourg en 2008. Voilà, c'est 3 exemples qui sont descendus, mais avec 6, jamais avec 7. Et il y a toujours une exception qui confirme la règle. Je l'ai trouvé dans les 5 grands championnats européens en Italie. La seule équipe qui avait 9 points à 15 journées de la fin et qui est descendue, c'est le Hellas Vérone de Adrien Moutou, Alberto Gilardino, Massimo Odo, Mauro Camoranesi, qui descend avec 9 points d'avance, mais avec 4 relégations dans une Serie A de 18 clubs. Et pour preuve que ça change beaucoup de choses, c'est qu'ils descendent en premier relégable avec 11 points d'avance sur le premier poursuivant. Donc ça prouvait que déjà le lot de 4 avait tout modifié. Donc concrètement, Nice gagne à Nantes, qui est Nantes la pire équipe à domicile du championnat, n'a gagné qu'une seule fois à domicile. Nice gagne à Nantes. Merci, au revoir, le match est assuré. Jonathan, est-ce que tu partages les arguments de Romain ou de William sur ce pour-contre? Alors moi, je vais jumeler les deux parce que il reste énormément de journées encore. Par contre, je rejoins Will sur le fait que il y a des statistiques et les chiffres aussi, et c'est important de s'appuyer dessus. Mais voilà, il faut gagner les concurrents directs en fait. Comme disait Romain, c'est presque il faut perdre Rennes, Paris, Marseille, laisser de côté, et il faut gagner ces équipes-là. Il faut le Havre, Nantes, c'est ces équipes-là qu'il faut aller chercher et assurer les points.
Après, c'est sûr qu'avec 7 points d'avance, je pense que ça risque d'être compliqué d'être rattrapé. Surtout l'objectif, Antoine, c'est d'assurer ce maintien le plus rapidement possible au final. Et une victoire à Nantes participerait à assurer ce maintien peut-être à une dizaine de journées de la fin ou à 5 journées de la fin. Alors, tout à fait, mais moi je vais être tatillon par rapport à l'argument de Will. Les stats. T'aimes pas les stats? Non, si, j'aime bien les stats. C'est pas des stats, c'est des faits historiques. Donc, combien de points Tous les faits sont faits pour être battus. Combien de points Exception qui confirme la règle, je te l'ai donné. Combien de points ont Metz et l'équipe derrière? 12 points, je crois. 12. Donc, si eux, ils gagnent, ça fera 15 points. Mhm. Donc, Nice aura 21 points, n'aura que 6 points d'avance. Donc, ton argument ne tiendra plus. Mais ils vont si pas jamais- gagner. Ah, j'en sais rien. gagner. Qu'est-ce que tu en sais? Mais ils vont pas gagner. Madame Bernard. Et avec 21 points, donc il a dit 34 à peu près, et ça peut même être moins parce qu'il y a eu des années précédentes où c'était encore moins. Ça veut dire qu'il manquera 4 victoires sur 15 matchs. Enfin, quand on n'a pas gagné un Non, c'est mais, ça, c'est sur clair. huit, Mais justement, il n'y a plus rien qui est comparable entre cette première partie de saison oui et non. et là. Mais Oui et non, complètement. parce que tu t'écroules à complètement. Toulouse alors que. Mais comme non, tu l'as t'écroules dit, pas à t'as Toulouse. été- C'est pas vrai, tu t'écroules pas à Toulouse. Moi- C'est comme le gamin. Pour moi, j'ai vu ça comme l'élève à l'école qui est nul et qui se met d'un coup à travailler. Le premier contrôle, il va avoir 4. Moi, Encore j'ai une vu- fois. j'ai vu le Parce qu'il même- n'aura pas la récompense tout de suite. Il reprend ce 4 et derrière, il va avoir la récompense de son J'ai travail. vu le c'est du même vécu. Djoumaba à Toulouse que celui Hein du début de saison. J'ai vu le même Djoumaba à Toulouse. Oui. Il n'y a pas Non, grand-chose. mais Il y a non, pas on a vu grand-chose Bamansunga. Il faut prendre aussi les choses dans leur contexte. Nice gagne hier contre Go Ahead Eagles avec toujours la charnière Bamansunga. C'est pas celle-là qui va finir la saison. Faut se rendre compte aussi des choses. Il y a des retours de blessures qui vont arriver en cascade là. Oui, enfin. Le avec GC des- Nice est en train de des jouer joueurs- avec une équipe qui ne sera plus du tout la même dans 3 semaines à mois. Certes, avec des joueurs qui n'auront pas joué depuis très longtemps et qui auront du mal à se remettre aussi dans le rythme. Tu gagnes à Nantes, t'es maintenu. Si c'est pas le cas, je me rase entièrement la barbe. Alors là, attention, ouais. ça, c'était à voir aussi du côté de Gym Tonic. J'aimerais bien voir Will sur la dernière de la saison sans la barbe. Et il y a le Eric ou pas? Ah bon Les cheveux, Ça jamais. veut dire que j'ai une descente. Ah oui, c'est vrai, ça va. Oui, Ah qu'est-ce que tu oui, racontes bah non, alors regarde qu'est-ce ta que barbe. tu Garde ta barbe. Qu'en pense Claude Puel, justement Est-ce que c'est une première balle de match pour le Déteste ça. GC Nice? On lui a posé la question, évidemment, hier soir en conférence de presse. Écoutez, il n'est pas tout à fait d'accord avec Will. On va pas commencer balle de match, match couperé ou ces cagades-là. Non, on joue les matchs. On veut aller là-bas pour s'imposer. Ils auront la même ambition. Et puis voilà. Concentrons-nous sur notre jeu, sur ce qu'on veut faire. Rendons tout le temps meilleur et on deviendra coriace pour tous nos adversaires. Et on aura plus d'opportunités de remporter les matchs. Et à Nantes, on va là-bas, on sait que ça va être un gros match face à un très bon adversaire qui a de bons principes, encore une fois, et qui va pas lâcher le morceau, qui a bien recruté également, avec des joueurs importants, techniques, talentueux. Et ça sera un gros match, il faudra être prêt. Voilà, William, t'as compris. Arrête tes cagades Ouais, de dire que c'est une balle de match. C'est le pragmatisme Puel. Et puis en tant que coach, tu vas pas rajouter une pression là où il y en a déjà. Si tu dis à tes joueurs, faut absolument gagner et qu'ils gagnent pas, tu leur mets un coup sur la tronche. Donc tu peux pas le prendre comme ça. Mais de l'extérieur, moi j'ai aucune pression à mettre. Ils s'en foutent de ce que je dis, donc je dis ce que je pense. Évidemment, tu dis et tu as le droit de penser ce que tu penses, y compris si c'est des cagades. Cagades. La compo probable. Est-ce qu'il y aura des retours, William, dans cette équipe? Philippe Risoli déjà. Ouais. Est-ce qu'il y aura des retours dans cette équipe de l'OGC Nice? Des retours, là il reste encore 2 jours. Aujourd'hui une séance, demain une autre, donc c'est compliqué vraiment de le prévoir. Mais là, je vais juste m'appuyer sur ma petite expérience du coaching Claude Puel. Et je n'imagine pas que le gardien titulaire, même si dans son esprit c'est peut-être toujours Evan Diouf, le remettre dans le but 2 jours après son arrivée. Il est rentré hier, donc il va s'entraîner qu'aujourd'hui et demain. Je ne suis pas certain qu'il va le relancer tout de suite. Pourtant, Voilà. Maxime Juppé nous a fait quelques petites frayeurs quand même Non, hier soir. Il faut pas être non plus trop sévère avec Maxime Juppé. Globalement, son intérim a été bon. Voilà, il a fait le job globalement pendant l'absence de Evan Diouf. Il n'a pas été parfait. Si c'était le numéro 1 absolu, ça se saurait. En tant que numéro 2, il a fait le job. Et sur la dynamique, voilà, je mets une pièce sur la confirmation de Maxime Juppé, mais on en saura plus demain en conférence de presse avec Claude Puel.
La ligne défensive. Dans la même logique, Mendy, pareil, rentre lui aussi de la CAN hier. Jonathan Klaus, qui a soufflé hier, va pouvoir récupérer son couloir droit. Opong, qui a retrouvé du rythme dans le couloir droit, qui a été même plutôt intéressant aussi dans le couloir droit, devrait retrouver une place dans l'axe. Et si Mendy était relancé, je pense que ce serait la place de bas. Je pense. Mais pas de Dante pour l'instant, en tous les cas. Non, Dante titulaire à Nantes. Claude Puel aussi en a répondu à la question en conférence de presse. Il a repris l'entraînement collectif il y a 2 jours. Donc franchement, le retrouver titulaire dans un match à gros enjeux, avec des attaquants assez rapides comme Guirassy, Ablin, qui sont des joueurs remuants, je sais pas si ce serait un cadeau d'envoyer Dante titulaire sur ce match-là. C'est pas un cadeau pour Djoumaba non plus. Vous en pensez ce que vous voulez. Je te laisse sans voix là. Non, mais je trouve qu'on est globalement trop dur avec notre ami Djouma. Et Melvin Bard, qui lui aussi a pu bien souffler. Il était un peu malade, c'est ça ? Il était un peu aussi touché depuis Toulouse. Je pense que c'était pas non plus une blessure qui devrait le priver de Nantes. Mais encore une fois, j'envoie une pièce parce qu'on saura plus demain. Les milieux. Il n'était pas dans le groupe, Melvin, en Coupe d'Europe. Les milieux, retrouver un peu le classique du championnat pour Claude Puel avec un Morgan Sanson qui revient dans une bonne dynamique. Everton qui garde les préférences, je pense, du coach en poste de sentinelle. Van Noot, on a encore vu hier que c'était pas non plus encore la belle dynamique pour lui, même s'il marque un but. Pourtant, il sera en conférence de presse demain, Van Noot. Avec Claude Puel, ça oui, c'est juste pour la petite info. Ça veut rien dire du tout. Et c'est là, par contre, je mets une bonne pièce parce que c'était Tanguy Ndombele plutôt en ce moment qui jouait un championnat, sorti à la pause, dès la pause à Toulouse. On le voit, il est encore lourd, il y a encore du manque de dynamisme sur les appuis. Et Louché, à l'inverse, fait des plutôt bonnes prestations. À Toulouse, c'est lui qui repasse en relayeur quand Ndombele sort. Hier, il fait encore une passe décisive en allant chercher ce pressing haut et en étant efficace dans la dernière passe. Donc sur la dynamique, je pense aussi que Claude Puel va lui maintenir sa confiance. Et donc le trio offensif. Le trio offensif, le Shaw a montré hier qu'il retrouvait des jambes, 1 heure pour monter en pression et être titulaire. Eli Wahi, notre meilleur avant-centre de l'effectif, merci le mercato d'hiver, est là. Et Thiago Gouveia, ça c'est encore une fois sur la dynamique. Plutôt Johnson, je pense, dans la concurrence aujourd'hui, a une petite longueur d'avance, mais Johnson n'a pas été bon du tout à Toulouse, il a été malade. Et Gouveia, hier, lui, a saisi sa chance, a été bon, a pris confiance. Je vois bien aussi Claude Puel insister sur cette dynamique d'un joueur qui vient de marquer 2 fois dans un match et le relancer encore à Nantes. Voilà les paris de William concernant cette compo probable de l'OGC Nice, puisqu'évidemment, en ayant joué jeudi soir, on n'a pas encore toutes les infos concernant le groupe. Diop a également été touché je pense qu'il sera à Toulouse, il sera dans le groupe, mais peut-être pas suffisamment remis de son cours reçu au tendon d'Achille. Non, et puis il a pas. Je pense qu'il a repris à peine les séances collectives. Encore une fois, avec Claude Puel, c'est toujours très pragmatique et très logique finalement dans ses choix. Quand il a une équipe qui est en place et qui a une certaine dynamique, un retour de blessure, il prend le temps de l'intégrer au fur et à mesure, de lui redonner du temps de jeu en cours de match avant de vraiment le relancer dans le 11. Je pense que Sofiane Diop sera sur le banc. Par contre, voilà, l'OGC Nice retrouve des vraies forces sur le banc pour le cours de match, parce que c'est ce qui manquait aussi ces derniers temps. On voit à Toulouse, les entrants ont été catastrophiques. Des forces vives pour l'OGC Nice, des forces vives avec peut-être donc les 2 retours de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque Yehvan Diouf et Antoine Mendy sont auréolés de ce titre après leur victoire face au Maroc dans le temps, en extra time, dans les prolongations de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Jonathan, tu as suivi un petit peu cette finale assez incroyable, rocambolesque, inouïe, inédite dans l'histoire du football peut-être. Ouais, je l'ai suivi, bien évidemment. Ça reste une finale de grand tournoi. Et puis, j'ai des amis d'enfance qui sont et marocains et sénégalais, donc j'ai fait l'arbitre entre les deux. Mais ouais, j'ai suivi ça et c'est vrai que c'est un scénario complètement fou. Et c'est triste pour les Marocains, mais tant mieux pour les deux Niçois qui sont sacrés champions d'Afrique. T'aurais tiré une panenka, toi ? Alors, en toute honnêteté, j'aurais pas tiré. Parce qu'avec ce qui vient de se passer, tirer un penalty 20 minutes pour son pays,
avec ce qui vient de se passer, Avec 20 minutes d'interruption. franchement, c'est 50 ans d'attente. Alors qu'il y a encore des gens qui sont en train de se battre sur la pelouse, Ouais, en train de ouais. il y a des échauffourées, donc prendre le ballon et le poser, c'est déjà fort. Alors tenter une Panenka, Il a eu le temps de réfléchir. vaut mieux la pendant mettre, 10 vaut mieux la minutes. mettre, mais Surtout qu'il l'a pris dans les mains d'Anis Green en plus. Ouais, il lui donne. Ah, il lui donne. Il lui Ah. donne. il lui Bon, donne, ouais. au-delà de ça, le débat, c'est pas la Panenka de Brahim Diaz, Antoine, c'est quand même Antoine Mendy qui a joué en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il n'avait pas joué jusque-là. Comme Yvan Diouf et Antoine Mendy, ils sont bien reposés en fait pendant toute la CAN. Hein. Enfin, reposés, ils n'ont pas joué quoi. Enfin, ils sont entraînés sûrement, mais sauf donc Antoine Mendy qui a été titulaire et a joué 75 minutes, je crois à peu près. Voilà, donc de toute façon les deux. Couloir droit. Voilà, les deux sont titrés, et ils sont venus, et puis Yvan Diouf s'est mis en exergue aussi avec l'histoire de la serviette. Hein. On va l'entendre dans un instant, mais d'abord j'aimerais qu'on revienne sur évidemment la performance d'Antoine Mendy. Il est passé en zone mixte hier soir avec Yvan Diouf, donc après la rencontre entre Nice et les Go Ahead Eagles. Ils nous ont raconté tous les deux cette Coupe d'Afrique des Nations, et Antoine Mendy, bien on l'a questionné évidemment sur cette finale. Écoutez la réponse du défenseur niçois. Et je l'ai su 20 minutes avant le match, donc pour se préparer, fallait même pas réfléchir. Et donc dès l'échauffement, je me suis concentré sur mon match, et ça s'est plutôt bien passé pour l'équipe, et on a remporté ce match. J'ai fait 70 minutes, j'ai tout donné, c'est le plus important. Après j'avais des crampes, comme ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Mais bon, c'est tout donné pour ce peuple qui nous soutient, qui nous accompagne au quotidien. Et donc à la fin, on est récompensé, et c'est ça le plus important. C'est bon pour la confiance, Romain, pour le jeune Antoine Mendy de revenir auréolé d'un titre, et en plus d'avoir joué en finale. Ah bah ouais, c'est super. Et puis les circonstances, c'est ça, c'est qu'il n'a pas joué de toute la CAN. Diatta qui est victime d'une intoxication alimentaire comme d'autres Sénégalais juste avant, qui doit déclarer forfait. Lui, il rentre au pied levé et puis fait une bonne finale. Hein. En face, il y avait des clients, il a répondu présent. Non, je pense que là, finale de la CAN face au Maroc, ça vaut un quart de finale ou une demi-finale de Ligue des Champions. Donc, T'engranges de l'expérience là, William, sur ce match-là. Mais c'est une folie pour le gamin. Franchement, c'est génial pour l'OGC Nice, c'est génial pour Antoine Mendy, qui est un vrai bon gamin, qui est, même s'il est né à Marseille, l'OGC Nice c'est son club formateur, et là il a une récompense absolue, c'est le plus grand moment de sa carrière, jouer une finale de CAN contre le pays organisateur, la remporter. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et franchement, je pense qu'il a même pas encore. Il perçoit pas encore ce qu'il a joué, ce qu'il a vécu. Parce que dans une carrière, c'est des moments très rares. Et lui, il a la chance de le vivre à 21 ans. C'est extraordinaire, et c'est un bienfait fou pour l'OGC Nice aussi, parce que les deux reviennent avec une banane monstrueuse, ils sont heureux. Yvan Diouf, faut pas tempérer ce qu'il a fait. Franchement, il n'a pas joué, mais au final, si, pour moi, il a été le 12e homme de cette équipe du Sénégal. Cette conviction qu'il a eue à vouloir se battre pour cette serviette. Non mais c'est vrai, c'est marrant. C'est marrant. Franchement, c'est marrant. Mais maintenant, mettez-vous à sa place. Vraiment, mettez-vous à sa place. Jouez une finale de CAN et vous voyez votre gardien qui se fait harceler, qui se fait polluer l'esprit. C'est de la triche, c'est de la mesquinerie. C'est vraiment c'est minable. Et de se battre comme ça et de garder son calme. Mais il n'a pas distribué des tartes, il n'a pas mis des shoots alors que... Il s'est défendu, même il a été attaqué. Il a été attaqué, mais de façon minable. Il y a un gars en costume qui arrive à la fin. Mais, où on est là? Des ramasseurs de balles. Et il reste d'un calme, il se concentre sur cette serviette. Et c'est magnifique parce que c'est un rôle ingrat. Mais qui a envie de se coucher par terre pour une serviette? Franchement, mais il le fait pour son pays, pour son gardien. Il est là, il lui jette la serviette pour qu'il puisse s'essuyer. Il est concentré à fond. Moi, j'ai l'impression qu'il le joue ce match. Et franchement, Yvan, il a encore montré un caractère, une force de caractère énorme. Encore une fois, tant mieux pour l'OGC Nice. Il a un vrai gardien de caractère. Ah bah justement, on l'a interrogé sur cette histoire de la serviette qui a fait évidemment le tour du monde. Yvan Diouf, écoutez le gardien de l'OGC Nice et du Sénégal. Ouais, j'hallucine. En fait, je vais sur le terrain de mon plein gré, en me disant que l'arbitre va arrêter le match, où il va se rendre compte de la situation. Sauf que non. En fait, je me retrouve par terre dans la surface avec le ballon qui est à 20-25 mètres. Et je vois que, en fait, je suis plus une gêne pour Edouard qu'autre chose. Et puis je sens qu'il commence à me soulever aussi.
Du coup, je décide de me relever et d'aller ailleurs. Mais ouais, c'est fou. C'est fou parce que d'une part, je suis pas protégé. Et d'une autre part, il y a un match qui est en train de se dérouler, donc c'était totalement surréaliste. Mais t'es inquiet à un moment donné, parce que ça a grippé avec des ramasseurs de balles, ils te disent quoi les gars, ils sont agressifs avec toi? Eh bah figure-toi qu'il y en a, il me dit soit fair play. Il me dit soit fair play, je réponds mais fair play de quoi? C'est vous qui prenez les serviettes, et c'est moi qui suis pas fair play alors que je viens juste remettre des serviettes. Mais non, je suis surpris en fait. Je suis surpris. Je comprends pas. Mais après, comme je l'ai dit, j'essaie de faire en sorte qu'Edouard tourne dans les meilleures conditions, qu'il laisse sa serviette quand il a envie de s'essuyer, et voilà, qu'il soit dans les meilleures conditions pour être le plus efficace possible, pour que derrière on gagne ce trophée. Voilà, Ivan Diouf qui revient sur cette histoire incroyable donc de la serviette, le gardien de la serviette. On en rigole, mais ça aurait pu finir par un drame cette histoire. Vraiment. Parce que quand tu vois que pendant le penalty de Brahim Diaz, il y a une énorme bagarre de l'autre côté avec les supporters sénégalais. C'était au Maroc, faut pas l'oublier. Donc il y a tout un peuple autour qui sont contre les Sénégalais. Et franchement, c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu un drame. Vraiment. Et donc c'est pour ça, on en rigole, mais moi je suis très gêné par la situation. Moi je comprends pas comment déjà des joueurs, les remplaçants, ils peuvent être comme ça derrière les buts, parce qu'il y avait aussi le remplaçant marocain. Celui du PSV Eindhoven. Est-ce que tu vois ça en Ligue 1, des joueurs derrière les buts comme ça, qui prennent même des rasseurs de balles qui prennent des serviettes. Non, mais au-delà des sanctions qui sont attendues de la part de la CAF, je pense que la CAF elle doit surtout se remettre vraiment en question sur son organisation. C'est ça. Non, mais c'est ça. Les journalistes aussi se sont battus en zone mixte, dans les tribunes. En fait, c'est ça. Ce que tu dis. En fait, ce qu'il faut se dire, là, on sort du cadre du football. Il n'y a plus de Marocains, Sénégalais. C'est comme je disais tout à l'heure, il y a un penalty qui est en train d'être tiré alors qu'il y a du monde sur le terrain qui est en train de... En fait, on les protège à quel moment, les joueurs, là? Et puis, il faut quand même pas oublier non plus l'attitude des Sénégalais qui sont rentrés au vestiaire pendant 20 minutes. C'est aussi, en Ligue 1, on n'aurait jamais vu ça. L'arbitre, il aurait sifflé à la fin du match, c'était terminé. Non, mais on l'a vu, tu voyais la peur dans ses yeux. L'arbitre, il était complètement perdu. Franchement, c'était ubuesque. Tu vois que c'est Claude Leroy en parlant à Sadio Mané qui fait venir tout le monde. Ça c'est beau le discours de Sadio Mané, il restera gravé. On va revenir, on va se battre comme des hommes, et il a gagné comme des hommes. Il faut retenir ça. Bravo les Sénégalais. Il faut véhiculer, je suis d'accord. Félicitations effectivement à Ivan Diouf et Antoine Mendy, tout comme à Lamine Camara et Crépin Diatta, nos deux autres Azuréens vainqueurs de cette Coupe d'Afrique des Nations, les deux joueurs. C'est Gym Tonic là. De l'AS Monaco, mais il faut quand même le saluer. C'est Nice Matin aussi, et Monaco Matin aussi. Nice Matin. Saluons les deux joueurs également. Du côté de l'AS Monaco, un titre à Monaco aussi cette année, c'est pas plus mal pour eux peut-être, parce que la situation est aussi compliquée pour nos amis monégasques. Voilà, le cadeau de la semaine. Deux places pour Nice-Brest, le prochain match à l'Alliance Riviera à gagner. Pour cela, il faut pronostiquer le score entre le Football Club de Nantes et l'OGC Nice avec le nom des buteurs, s'il y en a, le hashtag Gymtonic. Deux places pour Nice-Brest, ça sera dimanche de cette semaine. Le 1er février, c'est ça? Ouais, le 1er février du côté de l'Alliance Riviera. Le retour d'Éric Roy à l'Alliance pour cette rencontre entre Nice et Brest. Le souviens-toi. C'est le meilleur moment de l'émission. Enfin. On va jouer. Voilà. En plus, c'est bien, il n'y a pas Léandra. Comme ça, il n'y a pas de tricheuse. Il n'y aura pas de tricheur cette semaine. On l'embrasse, Léandra. Elle a pu être remplacée par un autre, pour l'instant, je ne dis rien. Alors, vas-y. Toujours les mêmes règles, il faut trouver des joueurs. Il a triché, il travaille à côté de moi. Donc toi, t'as triché? Non, j'ai entendu un nom. Voilà. Bon, je joue pas. Alors, il y aura une petite innovation, là, vous allez voir, avec Philippe et Sophie qui ont travaillé en coulisses. C'est pas Marc et Sophie, c'est Philippe. C'est Philippe et Sophie, voilà. Donc, allez. On va voir ça. Alors, comme le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, on va faire un peu les Sénégalais passés par l'OGC Nice. Qu'est-ce qu'on gagne? Une serviette? On peut gagner une serviette, ouais, exactement. Alors, ça va être un peu dans le désordre, il y a un peu toutes les périodes. Donc, il était défenseur central. Ouais. Oui, l'innovation. Ah oui, là on a un gros moyen. Ouais. Il compte 48 sélections avec le Sénégal de 2002 à 2012.
Ouais. Oh, Alors, il jouait toujours avec des gants par superstition. Diawara. Ouais. Alors là, J'ai dit Dia, il a fini. J'ai dit Souleymane. Voilà. Donc c'est bien. Donc je lui laisse. Les gants, oui, les gants, c'est évident. Voilà. Donc Souleymane Diawara qui a joué au Havre, à Sochaux, à Bordeaux, champion de France avec l'OM en 2009. Avec Bordeaux en 2009 et avec l'OM en 2010 et qui a rejoint donc l'OGC Nice à sa fin de carrière en 2015. Consultant pour Ligue 1+. À l'âge de 36 ans et consultant pour Ligue 1+. Le seul joueur de l'histoire où vous mettez dans la composition prison. Ouais. Absent prison. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il avait fait, donc cette saison-là, il avait effectivement fait 6 semaines de détention préventive pour une affaire d'escroquerie dont il aurait été victime et pour laquelle il aurait tenté de se faire justice lui-même. Donc il avait été condamné à une époque, mais pas pour ça, à des timbres amendes, je crois, à des jours amendes. Il avait retiré son maillot aussi. Mais il avait fait 6 semaines de préventif pendant qu'il jouait à l'OGC Nice. Hein. Ouais, effectivement. Une histoire de. Tu sais comment on fait quand joueur à Marseille. Qui est passé à Marseille, le maillot retiré. Détention préventive, c'était pour une histoire de voiture en fait. Qu'il avait acheté mais qui avait été volé, il avait voulu. Bon, apparemment, il travaille chez un concessionnaire. Allez, on passe. Chez Ligue 1 Plus maintenant, concessionnaire Ligue 1 Plus. Alors, le deuxième joueur à trouver, donc il a 27 ans et joue actuellement en Grèce au club très connu de Panathinaikos, qui est dernier donc de la Super League grecque. D'accord. Il joue latéral droit et compte 21 sélections avec le Sénégal quand même, avec lequel il a été finaliste de la CAN en 2019. C'est le nom que j'ai entendu. Non, bon, alors laissez trouver. Ouais. Lui, il a trouvé. Il a dû arrêter le football pendant plus d'1 an à cause d'une très grave blessure au genou contractée en décembre 2020 avec le PAOK Salonique. Driss a déjà quitté ? Non. Après avoir heurté le poteau en voulant sauver un but. Ouais, 27 ans en plus. Depuis, il n'a plus jamais été rappelé en sélection ensuite. J'attends. Non, je l'ai pas. Il a signé à l'OGC Nice le 31 janvier 2020, prêté par le FC Barcelone. C'est... Ah oui, c'est bon. Mais il n'y a joué que 5 matchs à cause de la pandémie. Moussa Ouagé. Bravo. Ouais. Moussa Ouagé. Moussa Ouagé, tu nous as sorti. Ouais, fallait aller le chercher celui-là. Alors là, je l'avais complètement. Il vient quand même du Barça. Hein. Il vient du Barça. Incroyable. Voilà. Moussa Ouagé. Il était prêté, non ? Ouais. Il avait été prêté 6 mois. D'accord. Ok. Voilà. C'est un grand souvenir. Non. Mais tu te rappelles quand même de joueurs qu'on a annoncé comme un. J'ai donné le nom. Très grand. Rien que d'avoir donné le nom, ça devrait avoir 2 points. Il n'y avait pas que lui qui était arrivé, il y avait un autre aussi qui est arrivé en même temps que lui. Ouais, mais c'est bon, elle ne le dit pas. Ah, sénégalais ? Non, pas. Non, qui n'était pas sénégalais. Oui. Oui, je vois qui c'est. Mais qui était mauvais aussi. Qui était mauvais, milieu de terrain. Grand. Non, pas de Barcelone. J'entends Quarté. Non, ça date il y a bien avant. Non, tu te fais prêter Ouagé et un autre là. Et qui... Bon, c'est pas grave, allez, bref. Suivant, attention, c'est un petit peu plus simple. Il compte 73 sélections avec le Sénégal entre 79 et 93 pour 20 buts. Bokandé. Jules Bokandé. Voilà. Donc Jules Bokandé qui a même été sélectionneur du Sénégal en 94-95. Évidemment, il a joué au gym de 87 à 91. Le roi de la bicyclette qui a marqué 33 buts en 115 matchs avec le gym. Julot. Quatrième, attention là, il va falloir être penché dans ses souvenirs. Alors, il a 30 ans actuellement, et actuellement sans club. Après 2 saisons à Istanbulspor en 2e division turque. Il joue latéral gauche et compte 4 sélections avec le Sénégal, qui ne l'a plus appelé depuis 2019. Il a été sous contrat pendant 4 saisons à Nice, de 2007 à 2021. Mais dans quoi, toi ? Ouais, ça me parle pas du tout, tu vois. Mais 30 ans, c'est quasiment mon âge. Mais il ne s'y est jamais imposé et a été prêté à Famalicão et à Amiens. Avant Nice, il avait performé à Brescia en Série B italienne. Non, Colli, Racine Colli. Racine Colli. Bravo. Ah ouais, arrière gauche. Et il lui faut le dernier indice, mais il trouve quand même. Lucien Favre le faisait jouer effectivement, Racine Colli. En fait, il manquait un latéral gauche à l'époque. Absolument. Ils avaient recruté ce joueur-là que Favre, effectivement, c'était sous Favre, mais Favre l'avait fait pas beaucoup jouer parce que justement, il était pas trop au niveau. Toi, c'était l'année où tu étais parti. En fait, on s'est croisés. Ouais, moi, je pars et lui, il arrive. Parce que j'ai pas connu Favre, moi. En plus, c'était latéral gauche, toi. C'est ça. Tu pouvais jouer latéral gauche à cette époque-là. Bravo, Will. Et Will performant. J'ai quelques souvenirs sur le gym. Quand même. Alors, 5e joueur, il y en a 6 en tout, plus après il y aura un petit bonus. 5e joueur, donc il a actuellement. Mendy. Ouais. La scène.
Ah bah oui, j'ai pas eu le temps de lire. Il a déjà lu. Bravo. Je suis obligé, sinon. Là, pour le coup, t'as joué avec Sinon, lui. il t'en aurait Il voulu, m'en je aurait pense. voulu là, je pense. Ouais. Et ouais, j'étais Ah obligé. bah, il a 33 ans, il est né à la Seine-sur-Mer, c'était pas non plus évident Ah, de trouver bah, ça. c'est mais bon. compliqué quand même. Et la C'est un coéquipier, un ami. Et... Bah, voilà. Et un Bah, très bravo. bon joueur. Un très très bon Bon, joueur. ici, de toute façon, on connaît quand même tous bien Papy Mendy, on va pas refaire sa carrière. Formel S Monaco. Ouais. Qui est joué à Nice en 2 temps, 2013-2016, puis il était revenu une saison de Leicester en prêt. Et puis, Il a joué ce genre de puel aussi à Ouais. Leicester. Et formé à Monaco Oui, oui. et lancé par Ranieri. C'est ça. En L'année de la En montée. Ligue- Une en Ligue 2, Mister hein. Ranieri. L'année de la montée. C'est ça. Quel ouais. entraîneur, monsieur Ranieri. Et donc, il a joué à Lens, il joue maintenant, on l'avait dit la dernière fois, en Championship à Watford. Le 6e. Le 6e et dernier. Je pense que Romain a une petite chance. Ah, Parce que il a dû jouer à Pourquoi l'OM. il est né à Nîmes il était attaquant. Ah. Donc, il compte 35 sélections avec le Sénégal entre 2002 et 2012 pour 7 buts. Donc, il a été formé à l'AS Monaco. Camara. Oui, Souleymane Camara. Souleymane Il a Camara. fait 500 clubs. Non, Eh pas oui. du tout. Ah. Il a joué fait 3 quoi, saisons au Montpellier gym. Montpellier. Entre 2005 et 2008, où il n'a pas vraiment performé, 35 matchs, 1 but. Formé à Monaco. Montpellier, Et champion après, de France il a- avec Montpellier, non ouais, il n'a Ah joué ouais. qu'à Montpellier Ouais, c'est ça, pendant il restait 12 saisons. Ouais, voilà. Ah oui, Oui, c'est vrai, champion de c'est France vrai. avec Giroud. Il a fait Ouais, 3 clubs. Belanda, Giroud, Monaco, Nice, où il a Stambouli, pas. ouais. Et après, il s'est révélé, on va dire, plutôt à Montpellier, où il joue encore à 36 ans, Ouais. 37 ans. Et aujourd'hui, apparemment, il est recruteur pour le MHSC. Adversaire de l'OGC Nice en Coupe de France. Voilà. Et- Montpellier. La petite Tout à surprise. fait. Et un petit bonus. Donc, Allez. il y a 3 joueurs que vous n'auriez pas trouvés. D'accord. Peut-être Romain en a retrouvé un, puisqu'il a joué à Nîmes. Mais ils vont s'afficher. Donc, dont un, peut-être vous allez. Donc là, vous avez. Oh, alors, Sada à gauche, Tube. Sada Tube. Tube, ouais. Avec qui j'étais au Ah, centre. bah, si, ouais. lui, Ouais. Et Qui a si je me trompe, il a pas très gagné la canne, lui aussi. particulier. Il Il a. est pas champion d'Afrique, la première qui gagne. Je pense qu'il est dans le groupe. Je sais pas. Écoute, il compte 7 sélections avec le Sénégal. Tube. Donc. Le tube de l'été. Ouais. C'est pas Kabamane Non. Kaba Mané. Bravo. Kaba pour le Mané. deuxième. Ah. Kaba Mané. Ça, c'est le maillot j'ai de la cherché remontée, longtemps. ça. C'est le maillot de la remontée, Ouais. Eh ça. oui, avec Poussin, avec tout Poussin, ça. ouais. Ouais, ouais. Putain. Donc Sada Tube qui avait fait que 2 matchs avec le gym et qui est effectivement là dont un contre Monaco. Donc qui a joué à Nîmes, à Angers, qui était parti au Kazakhstan et je crois qu'il est actuellement sans club. À moins que Il est sans tu club, aies des ouais. nouvelles. Non, il Ouais. est sans club, ouais. Le dernier, j'ai peur de dire une connerie. Alors attends, le dernier c'est le plus dur. Donc on part sur Kaba Mané, vas-y. Amadou Ouais. Mané, donc Kaba Mané, qu'on Ouais. appelait Kaba, Ouais. qui avait joué effectivement 3 saisons en Ligue 2. Il avait été prêté, je crois, à Amiens, il me semble, une saison. Et C'est pourquoi on l'appelait Kaba Parce qu'il faisait beaucoup de courses. Allez là. Allez là. Putain, il a cassé le truc. Et T'as il reçu la avait commission. Voilà. à Carrefour. On voilà. passera à la caisse. Ouais. Il avait marqué quelques buts lors de la remontée Eh oui. en Ligue 2. Oui, avec Poussin, avec Patrice Evra, avec... Ouais. Et après, Gernot Rohr, il n'a pas fait Bibiche. confiance. Ouais. Donc il était Aïeli, tout ça. parti, mais il n'a jamais fait de carrière. Comme ça, Aïeli d'ailleurs, qui n'a Ouais. jamais fait vraiment de carrière ailleurs. Ouais. Et le dernier, Et le c'est dernier, pas Moufadé Non. Non, c'est Non. Alkali Camara. Alors pas du là, tout, je l'ai Alors, pas. lui, il a été latéral droit. Il a joué quand même 19 matchs avec le gym pour 2 buts. Il a joué entre 99 et 2002. Il compte 2 sélections avec le Sénégal. Mais après Nice, il a fait un club. Il arrête sa carrière très tôt. D'accord. Il a joué un petit peu après au pays. Et en fait, il n'aura pas eu une grosse T'es blessé carrière. au genou. Voilà. Donc en tout, il y avait eu. Ouais, il était blessé. Après, il y avait un joueur qui jouait en. Sada Tube, vice-champion d'Afrique en 2019. Vice-champion. Le souffle Ah, c'est ça, d'excellent vice-champion, Vivien hein. Seller. Voilà, vice-champion d'Afrique. Il y avait un Et- truc comme ça, je me Et rappelle. il y avait Papa Mbo. Moussa Mbo. Moussa Mbo, pardon. Qui n'est pas Papa Mbo, qui n'est pas le même. Moussa Mbo, qui lui n'a pas joué en pro, mais a joué en réserve. Sénégalais. Ouais, c'est ça. J'ai regardé, il n'a pas d'apparition en pro avec le gym, mais. Il a été appelé en sélection sénégalaise. Non. Ah. Non, mais Je il a l'ai joué. dit sénégalais, Ouais, d'accord, pardon. ouais. Et pareil, Kaba Mané, c'est le seul qui n'a pas été en sélection du Sénégal de ceux que je vous ai cités. D'accord. Voilà. Bon, eh ben écoutez, merci pour ce Voilà. jeu, super. Un petit On a historique. vraiment fait ce petit jeu. Jonathan, merci beaucoup, bonne continuation pour ta saison et puis pour la suite de ta carrière. Donc comme on l'a dit, sûrement entraîneur puisque tu passes tes diplômes. Et puis on te souhaite le meilleur hein, parce qu'il y a plein d'heureux événements qui. C'est arrivent. gentil, ouais. Ouais. Merci à vous pour Autour de l'invitation et un grand plaisir de retrouver un peu toute l'histoire du gym.
et d'en faire partie aussi. Et bravo à Jonathan parce qu'il a quand même marqué 2 points sur le souviens-toi. Ah ouais, pas mal. Il y a tout le monde est égalité. 2-2-2 partout. Ah oui, je pense qu'il est. Non, et tous égalité. tous Et Romain, égalité. en plus, il n'a pas pu jouer parce qu'il C'est était comme l'école désavantagé. d'Espagne, il n'y a que des gagnants. Allez, Romain, William, Antoine, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Philippe Bertini, Sophie Doncé, Nicolas Couture de Curcy pour avoir préparé et réalisé cette émission. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, vendredi prochain, pour un nouveau numéro de Gym Tonic avec normalement notre invité assez exceptionnel. Faro, le dessinateur, sera à nos côtés avec le retour également de Léandra parmi nous. Voilà, donc une émission à suivre donc vendredi prochain. D'ici là, c'est le match à Lens. Portez-vous bien, passez une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Bye bye.